Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette émission. 13 heures avec vous et toujours à Vaux-en-Velin pour y découvrir plein de choses formidables. Et notamment un artiste absolument étonnant qui réalise ses œuvres à partir de quoi? D'ustensiles de cuisine. Oui, madame. Alors nous dégusterons juste après des petites merveilles sucrées réalisées par cannelle et piment. On demandera aussi à une future infirmière ce qui la pousse à pratiquer le karaté, attention, de haut niveau. Et puis nous parlerons d'immobilier solidaire, mais oui, c'est possible. Et c'est parti. Voilà. Et oui, vous le savez, nous sommes à Vaux-en-Velin cette semaine. Vaux-en-Velin, ville du nord-est de Lyon, dans le Rhône bien sûr, ville dont les habitants ont un accès, on peut le dire, privilégié à la nature, et notamment au grand parc de Miribel-Jonage, dont la ville est l'une des 11 communes limitrophes. C'est l'un des plus importants d'Europe avec ses 2200 hectares, dont 350 de lacs. Et c'est un lieu rêvé, Caroline, pour la pratique de multiples sports et activités. C'est aussi un lieu rêvé pour la balade, comme l'est également le chemin de halage le long de la Rise. C'est magnifique ce petit chemin, vous l'avez pris une fois, non? Sublissime. Ah, c'est formidable. En fait, la Rise est une rivière qui emprunte l'ancien lit du Rhône. C'est un espace encore sauvage, malmené par endroits en raison de sa proximité avec les zones urbaines, mais il fait l'objet de projets le destinant à devenir un véritable parc urbain et j'attends ça avec beaucoup d'intérêt. Oui. Alors, si on peut se balader à Vaux-en-Velin, on peut aussi accessoirement s'y régaler les papilles. Et là, je compte sur vous. Avec une aventure absolument formidable, vous allez le voir. Je vais retrouver mesdames Haïfa Anachi et Fatna Benmachou. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci d'être venues nous voir jusqu'ici. Très bien accompagnées. Vous avez réalisé cela toute seule? Non. Ben non, on était l'équipe entière. Et l'équipe, c'est combien de personnes? Alors, on est 5 cuisinières et 2 hommes qui nous aident à faire la livraison et le service. Et un grand monsieur qui est dans le bureau, gestionnaire. Qu'on a vu, il est juste caché là-bas derrière, mais il n'a pas le droit de venir parler parce que ça fait pas très longtemps qu'il est arrivé. Et puis en plus, il ne cuisine pas encore. Non, pas encore. Néanmoins, les hommes peuvent quand même rentrer dans la cuisine. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Voilà. Alors, vous êtes les fondatrices d'une entreprise associative. C'est un format effectivement peu usité, mais qui est absolument formidable, qui, on l'a vu, fait travailler 8 personnes, donc ce n'est pas rien, et dont le fonds de commerce, on le voit un peu ici, c'est la cuisine du monde. Vous nous avez amené quoi? Faites-nous vite une petite visite panoramique de toutes ces merveilleuses petites choses que l'on voit. Alors, on vous a ramené un petit peu les spécialités qu'on fait un petit peu tous les jours. Alors, vous avez des exemples ici, des bourrecs au fromage et aux épinards. Alors, ici, on a les kobas de Bourgogne et les samsa au poulet et les patatas chop. Et les samoussaks aux légumes, les aroug au fourn, les samoussas et les bourrecs au fromage et les petites tartelettes aux légumes. Voilà, et on parlera du sucré tout à l'heure parce que sinon on va manger toutes nos minutes qui sont précieuses. Alors vous êtes traiteur de la cuisine du monde, on voit des choses formidables. Comment est-ce qu'elle a commencé cette initiative-là, cette aventure? Alors cette aventure, elle a commencé il y a une vingtaine d'années, on va dire, même plus. C'était à l'origine, c'était un groupe de femmes au centre social de Grand-Vire, au centre de Vaux-en-Velin, qui se réunissaient pour le plaisir de la cuisine, donc et partager un moment de partage des spécialités. Chacune, elle faisait les spécialités de son pays. Voilà, l'idée c'est effectivement de partager le savoir. Partager le savoir et chacune montrer aux autres ce qu'elles font, entre guillemets, chez elles, au pays. Dans leur cuisine. Alors comment est-ce qu'on est passé d'un groupe de femmes qui échangeaient des savoirs à un traiteur qui aujourd'hui fait travailler 8 personnes? Oui, alors une aventure qui a commencé comme ça, mais grâce à des personnes qui étaient autour et qui ont cru à ces femmes, ils ont découvert leur savoir culinaire. Ils ont vu dans ces femmes, cette capacité d'aller plus loin et développer cette aventure encore plus professionnellement et peut-être un petit peu gagner de l'argent. C'était pas l'idée à ce temps-là. Donc, et les femmes, bon, ça leur faisait peur au début, mais voilà.
bien entourés, bien poussés, bien encouragés. Ils se sont lancés. On ose. Et là, on arrête de se dire que ce n'est pas possible et on crée une association qui est aussi une entreprise. Voilà. Alors, vous avez au départ effectivement tout se passé dans le centre social et puis en 2002, vous avez investi des locaux qui ont été prêtés par l'OPAC. Par l'OPAC qui nous a bien aidés, oui. Avec une cuisine semi-professionnelle, mais vous avez un nouveau projet. Et après l'OPAC, l'aide de l'OPAC, on a eu une cuisine semi-professionnelle, mais qui était bien professionnelle, qu'on a utilisée jusqu'à ce jour d'ailleurs, qui fonctionne toujours. Qui marche bien, on peut le voir ici. Voilà, qui devient un petit peu petite. Ah oui, c'est le problème. Voilà. Donc voilà, le projet, c'est de s'agrandir. Et le projet de la grande cuisine d'ici fin septembre. C'est un beau projet. Vous êtes fiers de cette réussite? Oui, très. Oui. Ouais, très. Qu'est-ce que ça représente effectivement pour des femmes que d'arriver à monter une entreprise comme celle-là? Alors, les femmes que nous, on représente, enfin, Cannelle-les-Piments, les femmes de Cannelle-les-Piments, ça représente beaucoup de choses. C'est des femmes de Vent-en-Velin ils veulent un petit peu représenter un petit peu l'image de Cannelle-les-Piments, de Vent-en-Velin, qui est, voilà, on a 52 nationalités à Vent-en-Velin. Oui, c'est énorme. énorme. Voilà, donc nous, on est quelques nationalités, on espère représenter au moins une partie. Alors, une bonne représentation, bien sûr, qui change un petit peu l'image, puis voilà, qu'on avait un petit peu avant, les femmes immigrées, un peu enfermées dans leur cuisine. Enfermées, soumises, la preuve, c'est que vous en êtes sortis. Pas productives, qui participent à la vie économique et sociale du quartier, du pays. Donc, nous, on avait un petit peu assez de ça. Donc, on a voulu montrer que voilà, ces femmes sont capables avec de l'aide, bien sûr. Voilà, et on a... J'espère qu'on a réussi. Je crois, oui. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir. C'était le but. Avec des choses qui sont assez étonnantes. Vous allez nous montrer ce qu'il y a dans ce grand tagine. Alors voilà. C'est un plat particulier. C'est le tagine au cardon. Alors c'est un clin d'œil à Vent-en-Velin. Oui. Parce que Vent-en-Velin, c'est le pays la ville qui produit. Le Cardon, c'est la capitale du Cardon. La capitale, voilà, le pays. Donc je ne me suis pas trompée. Le pays du Cardon. Et nous, comme nos origines un petit peu maghrébines, on utilise le cardon aussi. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil et puis un remix des deux. Et c'est important de faire le lien justement entre le Vaux-en-Velin village et le Vaux-en-Velin de la cité des quartiers. De ville qu'on n'est pas loin d'ailleurs, nous on n'est pas loin. Juste à côté. Donc voilà, ça c'est le cardon. Donc voilà, nous aussi on sait cuisiner du cardon. Et à multiples façons. Et ça, c'en est une. Voilà, Vaux-en-Velin est réuni dans ce plat. Et le cardon de Vent-en-Velin. Est-ce que vous sentez que le quartier est fier de votre réussite? Oui. Parce que bon, on est toujours d'ailleurs sur le quartier, on est dans le quartier là où l'aventure a commencé. Et tout le monde nous soutient et tout le monde nous suit aux étapes et les jeunes, les vieux, tout le monde derrière nous. Les institutions, les enfants, les parents, etc. Voilà, tout le monde. Les maris, tout le monde. Oui, surtout en premier les maris. Parce que s'il n'y avait pas les maris, on ne serait pas là, nous. Est-ce que vous nous permettrez de goûter quelques petites douceurs sucrées à la fin de cette émission? Bien sûr, c'était pour. Merci beaucoup, merci infiniment. J'arrive. On reverra cette petite merveille. Si, c'est maintenant. Si, je dis simplement qu'à un moment donné, il faudra qu'on goûte parce qu'on ne fait que regarder, c'est très frustrant. Voilà. Merci infiniment. De rien. On peut rappeler quand même l'adresse de Cannelle-les-Piments. Cannelle-les-Piments, c'est à Vaux-en-Velin. Oui, à Vaux-en-Velin. Alors, 4 chemin Johannes Drovet et le téléphone 04 78 80. Et on retrouve tout ça on retrouve effectivement tout ça sur Internet. Oui, voilà, sur notre site france3.fr. Vous allez sur Rhône-Alpes Auvergne, 13h avec vous. Tout est indiqué, n'ayez pas peur. Bien, si vous venez à côté de moi, c'est vous avez quelque chose à vendre. Je vais vous parler de mon sculpteur. Je vais aller rencontrer un sculpteur à Vaux-en-Velin. Il s'appelle Patrick Doutre. Alors, il n'est pas né à Vaux-en-Velin. Il est originaire de Suresnes, c'est dans la banlieue parisienne, sur les bords de Seine. Il a passé son enfance et son adolescence entouré d'entreprises et d'ateliers de fonderie, de mécanique. Il est d'ailleurs devenu mécano et métallo. Et puis il est tellement tombé amoureux de cette matière, de ce matériau qui est le fer, qu'il a décidé d'en faire des œuvres d'art. Et alors son matériau de prédilection, ce sont les cuillères, les fourchettes, bref, tous les ustensiles de cuisine. Quand il passe, on mange avec les doigts. C'est presque ça. Il faut se méfier. Et donc il s'est mis à faire des œuvres absolument magnifiques. Je l'ai rencontré dans son petit atelier, c'est à Vaux-en-Velin village. Regardez. Bonjour
Bonjour Patrick. Bonjour. Ça bosse dur? Ça bosse fort, oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Eh ben, c'est une pièce qui avait été cassée lors d'un salon, et donc je l'ai ressoudée, et maintenant il faut que je la dévernisse complètement pour pouvoir la revernir. C'est une œuvre d'art et il y a pas mal d'étapes pour la réaliser. Oui. Vous faites des plans, des dessins, des calculs avant, du tout. Je fais ce qu'on appelle un premier jet. Je fais pas de repentir, on peut pas de toute façon avec le métal argenté, c'est pas possible. En l'occurrence, je jette mes idées, c'est-à-dire que je vais faire, admettons, une aile comme ça. Je vais simplement compter les pièces qu'il y a dans l'une et dans l'autre pour qu'elles soient à peu près de même dimension. Je vais assembler et je vais souder directement les pièces. Et après, je fais mes assemblages. Et après, il y a un traitement parce que... Il y a des traitements de surface, oui, effectivement. Il faut que ça vieillisse bien. Oui, il ne faut pas que ça vieillisse du tout. En l'occurrence, c'est du métal argenté, donc ça va avoir tendance à noircir. Donc, il y a des bains, donc avec de la déroche, ce qu'on appelle, de l'eau. Et puis après, c'est poli à la machine. Alors dites-moi, vos pièces là, alors on peut le voir, hein, il y a des fourchettes, il y a des cuillères, il y a des couteaux, il n'y a pas que ça. Vous avez une vraie caverne d'Ali Baba qui est juste là. J'aimerais qu'on jette un œil quand même, parce que quand vous êtes face à tout ça, comment est-ce que vous choisissez les pièces qui vont vous servir? Ce sont les pièces qui vous inspirent aussi? Absolument, voilà, absolument. Par exemple, si on prend cette théière ou cette cafetière, hein, tout simplement, si on la regarde comme ça, c'est une théière ou une cafetière, et comme ça, c'est une trompe d'éléphant. Et voilà, avec ça, vous faites quoi? Alors, avec ça, ça peut être en fait, je pense que c'était un cartel d'horloge. Mais avec ça, ça va me servir, comme pour ça, de faire le piétement d'une pièce. Par exemple, ça, on va faire un montage. On peut très bien faire un montage comme ça. Donc, on voit que l'imagination va à toute vitesse. Ah oui, oui. Où est-ce que vous les trouvez, toutes ces pièces? Alors, soit c'est les mamies qui s'en séparent, soit maintenant qu'elles savent que vous êtes collectionneur. Oui, c'est-à-dire, en l'occurrence, moi je travaille sur la mémoire. C'est-à-dire que les gens m'apportent leur propre couvert, soit avec leurs parents ont mangé avec, leurs grands-parents, et eux, ils veulent plus que ça passe à la machine à laver. Donc quand c'est abîmé et usé, ils me les confient, et au lieu que ça soit dans le buffet, ça passe sur le buffet. Alors que j'étais au marché de la création à Lyon, c'était la première année où j'étais sur Lyon, je m'étais inscrit au marché de la création, un chef est passé et mon travail lui a plu. Et donc il m'a, comme on peut dire, mis le pied à l'étrier. Par exemple, Orsi, il a eu plusieurs pièces, dont des pièces qui étaient faites avec l'argenterie du paquebot France. Alors, Pierre Orsi, chef étoilé, justement nous attend, parce qu'on va voir que vos œuvres, il y en a de petite taille, de moyenne, et puis de très grandes. Et c'est Pierre Orsi qui, tout à l'heure, va nous en présenter une. À tout à l'heure. C'est étonnant. C'est étonnant. Et alors, moi, justement, j'avais quelques couverts dans mon tiroir. Est-ce que vous pourriez lui donner pour me c'est de l'argenterie, pourquoi pas? Ah, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Alors, les chefs aiment beaucoup son travail, hein, je crois. Mais il l'adore. On lui passe des commandes du monde entier, du Japon, des États-Unis, de la Chine. Il a entièrement redécoré des restaurants entiers. C'est quelqu'un d'une très grande sensibilité, qui est très attachant. C'est un vrai plaisir de l'avoir rencontré. Donc, on le retrouve dans la deuxième partie. Mais tout de suite, vous allez retrouver votre invitée, qui elle aussi est pleine de talent, qui est attachante. Et modeste avec ça. C'est vrai? Oui. Vous allez voir. Bonjour Cécile Gallo-Selva. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes une enfant du pays, vous êtes brondillante. Donc c'est quand même pas très loin de Vaux-en-Velin. Vous avez fait des études de commerce international, mais c'est en Angleterre que vous avez découvert l'entrepreneuriat social. Alors on passe un peu du coq à l'âne, mais quand même c'était vraiment très intéressant de vous recevoir. Vous êtes revenu en France avec l'idée de mettre les savoir-faire de la finance au service du monde associatif. Vous avez créé une boîte qui s'appelle Ethique, une société immobilière à vocation solidaire absolument unique en son genre, spécialisée dans le chouchoutage des associations et autres scopes. Vous êtes d'accord avec cette définition un peu sauvage? C'est une excellente définition. Qu'est-ce que vous avez appris en Angleterre que vous avez eu envie de venir mettre en pratique en France? En fait, j'ai travaillé en France à peu près 5 ans dans des entreprises privées, on va dire normales. J'ai toujours eu un manque. J'avais l'impression qu'à la fin de chaque journée, j'avais dépensé beaucoup d'énergie, mais sans but vraiment précis. J'étais en quête de sens. Et j'ai découvert le mouvement de l'entrepreneuriat social en Angleterre, et j'ai trouvé que c'était génial. Tout simplement, il s'agit de répondre à un besoin
qui est réel, non pas de créer des besoins artificiels, donc répondre à un vrai besoin et d'y répondre en prenant en compte l'humain et son environnement. Alors on parlait d'immobilier solidaire, il faut qu'on précise effectivement ce que vous faites concrètement. Quel est l'objectif de votre entreprise ? Donc l'objectif de l'entreprise, il est double. La première, c'est de renforcer les petits acteurs du développement durable en leur offrant des solutions immobilières. Et la deuxième, c'est d'aider les gens qui ont envie de faire un investissement rentable et citoyen, de pouvoir placer leur argent dans des sociétés qui utilisent leur argent correctement. Donc concrètement, ce qu'on crée, c'est des centres d'affaires pour les associations. Donc imaginez... Donc vous créez des immeubles. Voilà, des bâtiments qui vont faire, 3000 mètres carrés. Avec au rez-de-chaussée, vous allez trouver une cafétéria bio, une petite boutique de commerce équitable, un centre de conférence et aux étages, des salles de réunion et les bureaux d'une vingtaine d'associations. Avec des services mutualisés, c'est-à-dire qu'on peut avoir la même direction financière pour plusieurs associations. On peut avoir des vélos en libre service pour tout le monde, des salles de conférence qu'on se partage comme ça. Alors on voit effectivement les images de Woupa, qui est un bâtiment qui a été construit dans le Carré de Soie. Vous allez prendre en charge, vous venez de prendre en charge la gestion de ce tout nouveau bâtiment dont vous n'êtes pas à l'origine, qui a été investi par Descope et par la Nef, qui est un organisme financier éthique. Quel sera votre rôle dans ce bâtiment-là ? Alors, notre rôle, en fait, c'est 9 coopératives. On fait tout le travail de vision, création, conception du bâtiment. Et nous, on arrive finalement dans notre rôle de quotidien de gestionnaire. Donc, le but, c'est qu'ils ont créé un bâtiment à énergie positive. Nous, on va s'assurer au quotidien qu'en effet, on va avoir un faible impact carbone du bâtiment. Donc, on travaille sur le bâtiment, mais surtout avec les utilisateurs. Donc, beaucoup de communication avec les utilisateurs, mettre en place des systèmes qui permettent de recycler les déchets. Ça va des déchets au transport doux en passant par l'électricité. Donc ça, c'est l'aspect environnemental. Et l'aspect social, on amène une âme au bâtiment. Donc on va s'assurer qu'il y a pas mal d'activités. Donc on travaille par exemple avec l'entreprise vaudaise Move-In pour offrir des cours de sport. Ça va des cours de boxe aux cours de yoga. Vous prenez soin d'eux, hein. Voilà, donc il y a pas mal d'animations culturelles, sportives et le lien avec le quartier. Alors effectivement, on comprend bien l'intérêt pour les associations d'avoir votre savoir-faire. Mais comment est-ce que vous arrivez à générer un montage financier susceptible effectivement de créer ces bâtiments là? Oui, c'est simple. On a des actionnaires. Donc quand on travaille avec les associations pour vraiment identifier le bâtiment qui va leur correspondre. Lorsqu'on trouve un lieu, on va aller chercher des investisseurs éthiques qui vont attendre un dividende de 2% annuel, un changement d'action d'environ 3%. Donc, c'est des gens qui vont recevoir un retour sur investissement financier de l'ordre de 5%, ce qui est honnête. Donc déjà, le coût financier est plus bas que des entreprises lambda ou du CAC 40. Oui, parce que vous m'avez dit 7%, normalement. La moyenne en bourse, c'est à peu près 7%, mais souvent, les gens, quand ils investissent, ils demandent un peu même, voire plus. Voire plus, bien sûr. Donc là, on est relativement raisonnable. Nous-mêmes, à l'intérieur de l'entreprise, on a une méthode de gouvernance et d'efficacité assez poussée. Donc, on coupe beaucoup les marges parce qu'on a les métiers à la fois de promoteur, commercialisateur, gestionnaire immobilier. Donc vous cumulez les métiers. On cumule les métiers. On coupe les marges, on internalise, on fait beaucoup d'économies, de savoir-faire en faisant des choses toutes simples, en fait, terre à terre. Et puis surtout, comment travailler avec les associations pour leur fournir exactement ce qu'elles veulent, on est plein. Donc il y a une liste d'attente sur nos bâtiments. Donc le taux de remplissage de nos bâtiments est un taux record de 98%. Donc vous faites vraiment la démonstration qu'il est possible de créer des bâtiments haut de gamme pour des associations de manière à ce qu'elles soient bien, et tout ça en séduisant des investisseurs solidaires. Votre entreprise a tout juste 1 an, elle a été déjà récompensée 2 fois, notamment par le Grand Prix Talent des Cités et le prix 2012 de l'entrepreneur responsable qui a été attribué par la seconde fois par le réseau des femmes d'entreprise. Vous vous sentez un peu précurseur dans votre domaine ? Oui, en fait, on se sent précurseur dans un sens où on n'est pas toujours bien compris parfois, parce qu'on fait des choses différemment. Mais en même temps, avoir le prix, par exemple, le European Professional Women Network, ont tout de suite compris ce que je faisais. Talent des Cités, ils ont vraiment compris. Donc, on trouve des gens qui commencent à connaître ce métier et c'est bien de pouvoir en parler aussi aujourd'hui, par exemple. Voilà, on vulgarise effectivement l'idée que l'immobilier peut être solidaire. Merci beaucoup, Cécile. Merci infiniment. Alain, on retrouve notre atelier, notre artiste. Eh ben oui, je l'ai accompagné. On est allé aux antipodes de Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin, ville du nord-est de Lyon, ville populaire. On est allé
est dans l'Ouest, à Écully, dans un très très beau château, qui est celui qui abrite l'Institut Paul Bocuse. Et on y a rencontré un fan de Patrick Doutre. C'est chic, hein. Très. C'est chic. Vous savez qui est à proximité, là? Pierre Orsi lui-même. Bonjour, monsieur Orsi. Grand nom de la gastronomie lyonnaise, Oui, chef étoilé et grand amateur d'art, et Oui, notamment on aime les belles du, choses, du oui. travail de Patrick. Vous lui avez fait cette commande. Oui, ben, la première fois que j'ai rencontré Patrick, il y a plus de 20 ans, au marché de la création. Vous êtes un des premiers clients. Oui, avec Jean-Paul Lacombe. Avec Jean-Paul Lacombe. Et il y avait Monsieur Garriot aussi. Oui. Et j'ai été attiré parce qu'il faisait des petits oiseaux, déjà avec des fourchettes, des cuillères. Et puis progressivement, une fois il a fait un coq, je l'ai acheté. Il a fait un deuxième coq, je l'ai acheté. J'en ai acheté un troisième, je l'ai envoyé aux États-Unis à mon ami Jean Banchet. Et puis un jour, je lui ai dit, je veux un cuisinier. Alors il avait fait un petit cuisinier de 50 cm à peu près, pour Jean-Paul Lacombe, je crois. Et puis moi, j'ai dit, oh, ben non, je veux un grand, mais je fournis tout. Il est plus grand que vous, celui-là, en taille. En Oui, tout cas. et je fournis tout, toutes les pièces. Alors, chaque pièce a une histoire. Là, vous voyez, la toque, c'est représenté par un seau à vin d'Alsace. Pourquoi il est très étroit? De la Transat. Alors, Il vient du Normandie. Oui, du Normandie. Pièce notamment. rarissime. Alors, j'ai tous les grands hôtels qui ont disparu, à Vichy, à Aix-les-Bains, à Évian. Toutes les pièces sont marquées. Alors, ça va de la cloche, ça va de la théière, du sucrier, ça va de la Berthe, ça va des rince-doigts. On appelle ça en restauration de la plâterie. Ce sont des pièces qui C'est avaient... spécial Ce hôtel-restaurant. sont des pièces qui avaient énormément de valeur pour vous. Quand vous avez Oui. vu l'œuvre terminée, j'imagine que ça a dû être un moment d'émotion. Oui, alors il a fallu quand même imposer. Moi, je voulais vraiment le cuisinier. Et là, bon, à l'origine, c'était mon pigeonneau, là, une des spécialités de la place Kléber. Bon, c'est devenu un canard parce que le bec, bon, voilà. Mais, et puis cette pièce, bon, eh bien, je l'ai garnie cette année. Et puis un jour, je me suis dit, ma femme avait marre que de la dépoussiérer. J'ai dit, allez, on la donne à l'Institut Paul Bocuse. Et Hervé Fleury a eu la délicatesse de la mettre à l'entrée. Et chaque élève, il en passe 240 par an, tous les 6 mois. Eh bien, ils se font photographier à côté Voilà. du Et cuisinier. puis elle est bien dépoussiérée ici. En tout cas, merci c'est beaucoup soigné. d'avoir Voilà. témoigné pour nous On en est aujourd'hui. très fiers qu'elle soit là. Merci Pierre Orsi. Je n'ai pas vu beaucoup de fourchettes dans la dernière œuvre. Alors ça, c'est une autre œuvre qui a été réalisée pour Pierre Orsi. Et elle est dans la cave de l'Institut Paul Bocuse. Elle a été réalisée avec des seaux à champagne. Et c'est Bien vraiment sûr. une œuvre étonnante. Il faut en avoir beaucoup, hein. Alors, je voulais dire que l'Institut Paul Bocuse, c'est quand même une école qui forme les futurs chefs et cadres de la haute restauration internationale. L'occasion de les remercier de nous avoir accueillis ce jour-là. Bien. Alors maintenant, vous allez retrouver une jeune infirmière et à mon avis, vous avez intérêt à vous tenir à carreau. Ah, je vous vois venir, vous. Bonjour Leïla Chalal, pardon. Elle est mauvaise langue. J'ai rien à craindre avec vous. Tout à fait. Même si vous vouliez, vous pourriez me faire du mal. Mais c'est pas l'objectif. Non, vraiment pas. Alors, vous êtes pas encore infirmière, vous êtes à l'école. Oui, c'est ça. Et en même temps, vous êtes l'une des meilleures karatékas françaises. On Vous essaie. Vous êtes modeste, hein, on dit on essaie, pas tout à fait. Si, quand même, vous avez remporté la Coupe de France. C'est ça. En karaté contact et en karaté jitsu. Et en championnat de France, qui était il y a pas très longtemps au stade de Gerland à Lyon, vous avez fini quoi, 2e et 3e, ça dépend des... Voilà, 2e en karaté contact et 3e en karaté jitsu. Ouais. Qu'est-ce qu'une fille fait du karaté? Mais il paraît que vous êtes de plus en plus nombreuses, c'est vrai? Oui, tout à fait vrai. D'ailleurs, dans notre club, on compte 50% de jeunes filles. Ça évolue pas mal dans les sections féminines, c'est vrai, par rapport au body karaté qui est une nouvelle sorte, entre guillemets, de karaté, et la jeunesse qui s'y intéresse, et les parents qui aimeraient que leurs enfants puissent prendre confiance en eux et pouvoir se défendre. D'autant les filles, c'est plus important, je pense, que les garçons. Alors justement, je voulais vous demander comment vos parents ont pris la chose quand vous leur avez dit « moi je vais faire du karaté ». Ils n'ont pas regardé ça d'un mauvais œil? Pas du tout, en fait. C'est Parce que c'est pour une eux. discipline a priori violente. Enfin, du moins, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le karaté sert à se défendre, non pas à se battre. Ça sert pas à attaquer. Non. C'est d'ailleurs interdit. Par exemple, moi qui suis ceinture noire première dan, si je venais à me battre pour X ou Y raison, on m'enlèverait ma ceinture noire. C'est vraiment Une discipline de défense. Vous avez le droit de vous défendre quand même. Complètement.
Mais pour il faut pas maîtriser la attaquer. personne, non, faut pas l'attaquer. Comment est-ce que vous avez découvert le karaté? J'ai découvert à l'âge de 8 ans, en fait. Ben justement, c'est mes parents qui m'y ont poussé pour pouvoir, je veux dire, je vis à Vaux-en-Velin pour prendre confiance en moi et pouvoir prendre ma place. Et ce sport m'a vraiment permis de faire cela. Ah, vous m'avez dit que vous l'avez pratiqué pendant 2 ans, après vous arrêtez pendant de nombreuses années pour pratiquer le basket. C'est ça. Et puis vous y êtes revenu, et ça fait 4 ans que vous êtes revenu, puis alors avec une belle réussite, hein, les championnats. Vous voulez aller encore plus loin au niveau de la compétition ou pas? Ma priorité vraiment dans le karaté, c'est de me faire plaisir. Pour l'instant, je me fais vraiment plaisir en compétition. Je vais assez loin, donc j'en suis contente. C'est toujours un plus. Maintenant, aller plus loin, j'y pense pas forcément. Je tiens vraiment à me faire d'abord plaisir. C'est vraiment mon club, c'est vraiment un lieu de famille où on s'entraide et c'est vraiment ça que j'aime d'abord dans le karaté, au-delà de la compétition. Alors justement, là, le côté familial, on en parlera dans un instant. Mais auparavant, j'aimerais savoir, ça me paraît un petit peu bizarre, une jeune femme qui veut être infirmière, c'est pour soigner les gens, vous aurez un petit peu trop tapé au karaté. Non, c'est vraiment pas mes objectifs. Ça paraît un peu paradoxal. Je peux le comprendre de ce sens-là, alors que pour moi, c'est vraiment un combiné, en fait. C'est vraiment un duo. Les études d'infirmière et le métier d'infirmière c'est quand même un métier très éprouvant qui demande beaucoup de dons de soi, j'ai envie de dire, et ça demande aussi à ce qu'on s'extériorise, quand on rentre chez nous. Et le karaté me permet vraiment de faire ça, d'être en lieu entre guillemets familial avec mes entraîneurs et mes collègues, mes camarades, pour pouvoir justement extérioriser à travers que ce soit le karaté, la pratique, mais aussi avec des gens de mon entourage. Ouais, c'est une façon de trouver un équilibre. C'est le total équilibre, le yin et le yang. Alors, on parlera pas des différentes sortes de karaté, parce que vous m'avez expliqué 15 fois, j'ai toujours rien compris. Il y a plusieurs karatés. C'est ça. C'est quoi les grandes différences? En fait, c'est de la philosophie ou de la technique, la différence? Non, c'est plus une technique, en fait. Il y a le karaté traditionnel avec kata combat qui vraiment est basé sur le traditionnel, et un sorte de nouveau karaté, si on peut dire, avec du karaté contact, du karaté jitsu ou du body karaté encore. Karaté contact, c'est le vôtre? J'aime bien ça. Ouais. Il me semblait aussi. On parlait de famille il y a un instant, et c'est vrai que c'est une vraie famille, votre club. Vous êtes combien? Je sais qu'il y a une centaine de licenciés. On est 175 licenciés. Ouais. Et donc, au sein de ce club, il y a des liens qui se tissent. Et je dirais qu'il y a une philosophie commune. Complètement. Il y a celle du karaté, et il y a aussi celle des valeurs que nous propose notre club, qui nous rallie et qui vraiment nous solidifie comme une famille. Et il y a depuis quelque temps un militantisme. Vous avez décidé tous de vous réunir pour lutter contre quoi? Je vous laisse dire. Contre le désarmement nucléaire, en fait. Enfin, pour le désarmement nucléaire, du coup. Face au désarmement. Et alors, vous n'avez peur de rien, parce que vous vouliez aller au Japon, c'est mal tombé, il y a eu la catastrophe de Fukushima. Mais du coup, vous êtes allé aux États-Unis? C'est ça, on est allé aux États-Unis au mois d'août. En fait, après la déconvenue, on va dire, entre guillemets, de Fukushima, pardon, on a décidé d'aller non dans le pays qui a reçu les bombes, mais celle qui les a envoyées. Et là, on a vu un autre visage, un visage de l'Amérique qu'on voit pas à la télé. Un visage des Américains très fiers, ça on le sait, mais très fiers d'avoir envoyé deux bombes qui ont fait énormément de morts. Ouais. Donc ça a été un choc pour vous, j'imagine. C'est quoi le message que vous voulez faire passer? Alors c'est vrai que c'est une belle idée de se dire qu'on fabriquera plus d'armes atomiques, mais c'est pas si simple que ça. Vous avez découvert que la politique c'est compliqué. Ouais, complètement. Il y a beaucoup de facteurs dont on ne maîtrise pas. Il y a beaucoup de choses qu'on nous dit pas aussi. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on a vraiment envie, c'est que ça commence par les jeunes. Parce que nous, on est jeunes, donc on veut d'abord envoyer un message aux jeunes, de leur dire prenez conscience. On nous apprend beaucoup de choses à l'école. On nous apprend que les États-Unis ont lancé la bombe et la guerre c'est fini. Mais il y a vraiment beaucoup d'autres choses à voir et à comprendre.
Mais écoutez, c'est sur ce message qu'on va se quitter. En tout cas, merci d'être venu nous parler de cette passion qui, on l'a compris, vous permet de trouver un équilibre avec votre futur métier. On croise les doigts pour l'examen. C'est quand? Merci. En juillet. En juillet. Ouh là là, ça va vite être là. Merci beaucoup. Encore. Merci à vous. Il a Chalal. Moi, je vous ai amené quelques petites douceurs pour finir en beauté. J'ai cru remarquer. Vous ne faites que les regarder. Ah bon, d'accord. Voilà, il faut que je les rende après. Hein, c'est bon. C'est fou. En plus, elles sont tellement généreuses, elles m'ont dit vous mangez ce que vous voulez. Non, vous mangez le tagine au cardon et moi je mange les petites douceurs comme ça. On finit en musique? On finit en musique. Et ben oui, on parle jazz parce que toute cette semaine on était à Vaux-en-Velin. À Vaux-en-Velin, il y a un festival formidable et il y a un tremplin de jazz absolument formidable. Et ben moi je vous propose d'écouter un groupe qui a été sélectionné lors du tremplin de jazz. Un groupe formidable. Un groupe formidable parce que j'ai dit beaucoup de fois, c'est ça. Je vous remercie vos camarades. Votre pull-i-pluche, il me semble. C'est Drezam. Alors, je vous propose de les découvrir. Ils sont super. Ils sont 3. Une Allemande, un Brésilien, un Français. Et ils vont nous interpréter Allein in Belgrade. Wow. On est en train de se goinfrer. Oui. Mais on va trouver le temps de vous dire au revoir. On se retrouve non pas demain, mais jeudi. Voilà, là on va continuer à se goinfrer. Regardez Mission Photo demain quand même. Parce que c'est délicieux. Hein.